Dans cette vidéo, les amis, on va parler de droit des personnes. On va s'intéresser au cours de droit des personnes, qui est le cours qui est étudié généralement en première année de droit, parfois dans quelques universités en deuxième année de droit. Alors c'est vraiment un cours passionnant, vous allez voir le droit des personnes, parce qu'il y a énormément d'actualités qui traitent du droit des personnes. Mais qu'est-ce qu'on va voir précisément dans cette vidéo? On va voir deux choses. D'abord, on va définir évidemment ce que c'est que le droit des personnes, mais on va s'intéresser au contenu du cours de droit des personnes. L'objectif, c'est que vous quittiez cette vidéo en ayant une vision très claire de ce qu'est le contenu, le programme de votre cours de droit des personnes. Il faut que vous sachiez ce sur quoi vous allez être interrogé le jour du partiel. Donc ça vous permettra d'avoir une vision globale et pour ça, on va s'aider de cartes mentales, de mind map pour vous donner une vision un petit peu plus imagée de ce cours de droit des personnes. Mais on ne va pas s'arrêter là parce que ce serait trop simple. On va aller au-delà et je vais vous donner les principales définitions, les principales notions à connaître en droit des personnes. Ça vous permettra de réviser votre cours de droit des personnes à l'approche du galop d'essai ou à l'approche des partiels et de savoir ce qui est important, ce qu'il ne faut surtout pas oublier, là où en fait il ne faut pas faire d'impasse. On va voir ça tout de suite, c'est parti. Alors les amis, d'abord il faut définir le droit des personnes. Comme à chaque fois, je vous dis, quand on étudie une matière, il faut savoir la définir parce que c'est la première étape pour savoir ce qu'on va étudier. Il faut comprendre ce qu'on va étudier. Donc le droit des personnes. Le droit des personnes, c'est quoi? Il y a le terme de personne. Donc le terme de personne, il faut le définir. Et pour savoir ce qu'est une personne, il faut savoir ce qu'est la personnalité juridique. Alors c'est quoi la personnalité juridique? La personnalité juridique, retenez bien cette définition parce que ça, à 1000%, un moment ou un autre, vous allez devoir la réutiliser. C'est l'aptitude à être titulaire de droit et assujetti à des obligations. Alors, être titulaire de droit, c'est quoi? Ça permet aux personnes d'invoquer des droits subjectifs. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un droit subjectif, je vous invite à vite vous renseigner parce que ça, c'est important. J'en parle dans la vidéo de l'introduction. L'introduction à l'introduction au droit. Vous pouvez la retrouver sur YouTube. Assujetti à des obligations. Les obligations, c'est quoi? En fait, il faut bien comprendre que avoir la personnalité juridique, être une personne juridique, c'est pas simplement avoir des droits subjectifs. Mais c'est aussi se voir imposer des obligations, qu'on soit une personne physique ou une personne morale. Le mot personne, ça vient du latin persona, qui désigne un masque de théâtre ou le masque de l'acteur. C'est un masque équipé d'un dispositif spécial qui servait de porte-voix. Voilà pour la petite anecdote. Donc la personne, c'est tout être susceptible de devenir sujet de droit et d'obligation. Alors retenez bien ça c'est important. Sujet de droit par opposition aux objets de droit. Une personne n'est pas un objet de droit, c'est un sujet de droit et d'obligation. Les personnes physiques d'abord. Donc il y a deux types de personnes. Les personnes physiques, vous, moi, ce sont les êtres humains. Les êtres humains qui répondent à certaines conditions prévues par la loi qui sont au programme du droit des personnes. Et puis on a les personnes morales. Les personnes morales, ce sont des groupements de personnes ou de biens ayant la personnalité juridique et qui sont par conséquent titulaires de droits et d'obligations. Donc là déjà vous connaissez la définition de la personnalité juridique et vous connaissez les deux principales catégories de personnes. Rien que ça, si vous avez une question de cours là-dessus, normalement vous avez de quoi dire. Donc, le droit des personnes, c'est donc le droit, la branche du droit, si vous voulez, qui s'intéresse aux règles relatives aux personnes physiques et aux personnes morales. Alors, quelles sont les principales notions à connaître en droit des personnes? Alors là, comme à chaque fois, en fait, je reprends le cours de l'académie L1, c'est-à-dire qui figure sur le site internet. En fait, ça, c'est la première vidéo du cours de droit des personnes. Mais si vous ne voulez pas vous lancer dans l'académie L1 et que vous voulez simplement apprendre le droit des personnes, sachez que dans toutes les universités, le plan de cours en droit des personnes est similaire. C'est ce que je dis à chaque fois. Globalement, on voit toujours les mêmes notions à 95%. Il est possible simplement que vous ayez des subtilités, c'est-à-dire que votre professeur de cours magistral va pouvoir organiser un petit peu différemment son plan de cours, mais ce sera la même chose, puisque au fond, vous allez voir les mêmes thèmes. Et c'est possible aussi que sur certains thèmes, il va plus détailler que dans une autre université, ou à l'inverse, moins détaillé, mais globalement, vous verrez toujours la même chose. Donc ce qu'on va voir dans cette vidéo, ça va vous servir, peu importe l'université de droit dans laquelle vous êtes, du moment que vous avez la matière de droit des personnes au programme. Alors on va le voir en plusieurs thèmes. On verra d'abord
l'acquisition du statut de personne. Ensuite, on verra le thème de la perte du statut de personne, c'est la mort en fait. L'identification de la personne, on verra ce qu'il y a dedans. Et ensuite, on verra le thème de la protection de la personne. Donc, vous voyez que tout tourne autour de cette notion de personne, puisqu'on voit le droit des personnes, acquisition, c'est-à-dire comment on devient une personne, qu'est-ce qui fait qu'on devient une personne, perte du statut de personne, pourquoi dans certains cas on va perdre ce statut de personne, qu'est-ce qui fait, c'est pour ça qu'on va s'intéresser au thème de la mort. L'identification de la personne, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va identifier une personne dans une société. On verra les éléments d'identification en fait, donc par exemple le sexe, le domicile, etc. Et les règles sur la protection de la personne, c'est-à-dire comment est-ce qu'une personne est protégée. On verra notamment, mais pas que, les règles sur le droit au respect de la vie privée, c'est la partie protection de l'intégrité morale, mais on verra des règles relatives à la protection de l'intégrité physique. D'abord, premier thème, l'acquisition du statut de personne. Dans un premier temps, il s'agira d'étudier dans le détail comment définir la personnalité juridique. Alors là, la définition, vous la connaissez déjà puisqu'on l'a vu juste avant. Mais on verra les conditions surtout permettant de se voir attribuer la personnalité juridique. Il y a des conditions. Donc voilà, je la répète, la définition, c'est l'aptitude à être titulaire de droit et assujetti à des obligations. Alors quelles sont les conditions permettant l'attribution de la personnalité juridique ? Alors là, on les voit rapidement, pour que vous les connaissiez, si jamais vous avez une interrogation demain ou un galop d'essai ou un partiel, mais évidemment, on le voit plus en détail dans la suite du cours. D'abord, seuls les êtres humains peuvent se voir reconnaître la personnalité juridique, en tout cas pour ce qui concerne les personnes physiques. Les robots et les animaux, et on le verra un peu en détail leur statut, sont donc exclus de la catégorie de personnes. En fait, on ne parle même pas de statut. Pour les animaux et les robots, on va plutôt parler de régime juridique. Le statut, en fait, on parle de statut pour les personnes. La personnalité juridique, deuxième condition, est subordonnée à la naissance. Il faut naître. On parle de principe de simultanéité. Alors, vous avez dans certaines universités des dissertations sur ce principe de simultanéité. Sachez que ce principe, on le verra en détail dans la suite du cours, mais c'est une expression doctrinale, ce principe de simultanéité, qui est attribué au professeur Bernard Tessier, ancien professeur à l'université Paris 2, pour signifier que la personnalité juridique s'acquiert en principe par la naissance. Troisième condition, pour se voir attribuer la personnalité juridique, il faut naître, mais il faut naître vivant. Ce qui est le cas dès lors que l'enfant a respiré. Vous respirez, vous êtes vivant. Et enfin, naître vivant ne suffit toujours pas, l'enfant va devoir naître vivant et viable. Donc tout ça, on le voit en détail dans la suite du cours. Qu'est-ce qui se passe si ces conditions ne sont pas satisfaites ? On va établir un acte d'enfance sans vie dans certains cas, à certaines conditions, et ça permet quoi ? Ça permet notamment aux parents d'organiser les obsèques de l'enfant, en fait ça leur permet de faire le deuil. Donc on a un principe jurisprudentiel célèbre aussi qui vient bouleverser l'application de ces conditions, c'est l'adage Infans Conceptus. J'en ai déjà fait une vidéo, mais on le verra plus en détail dans la suite du cours. Et selon ce principe, un fœtus peut se voir reconnaître la personnalité juridique dans certains cas et à certaines conditions, c'est-à-dire que on va accorder la personnalité juridique avant la naissance. Donc c'est une exception aux conditions qu'on a vues juste avant. On verra aussi la distinction entre les personnes et les choses. On parle de summa divisio. C'est une distinction fondamentale entre les personnes et les biens. Donc ça, on le verra plus en détail et on s'en servira notamment pour s'intéresser aux animaux, donc qui ne sont pas des personnes, qui sont qualifiées juridiquement de biens ou de choses en droit français, même si la loi utilise le terme d'être vivant doué de sensibilité, ça change rien, ça reste des biens, alors avec des règles particulières s'appliquent, mais c'est pas des personnes. On évoquera aussi certaines règles relatives au fœtus, à l'embryon, qui n'ont pas non plus la personnalité juridique. On parlera du cadavre et des robots. On verra le thème de la personnalité morale, ça c'est important, c'est un thème du droit des personnes. On les étudiera, on verra ce que c'est qu'une personne morale, qu'il y a des groupements de personnes, des groupements de biens qui ont la personnalité juridique et qui sont également titulaires de droits et d'obligations comme les personnes physiques. Donc on présentera rapidement les types de personnes morales, sociétés, associations, syndicats, et aussi rapidement les règles relatives à leur création et à leur dissolution. Ensuite, dans un thème numéro 2, on verra le thème de la perte du statut de personne. Ici, on va surtout étudier les règles juridiques applicables en cas de décès d'une personne. Donc la mort désigne au sens juridique le fait juridique par lequel une personne cesse de jouir de la personnalité juridique. Ça, vous pouvez le noter et l'apprendre dès maintenant. On verra le thème de la mort biologique. Donc qu'est-ce qui fait qu'on considère qu'une personne est biologiquement morte ?
on verra décédé. On verra qu'en droit français, c'est ce qu'a retenu le droit, la mort c'est un fait biologique qui va se constater médicalement et on retient la mort cérébrale. On verra que la mort a pour effet de transformer la personne en cadavre et que des règles particulières vont s'appliquer dans ce cas-là. Par exemple, c'est qu'un exemple parmi les règles qu'on verra, le mode de sépulture est encadré. On ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas, par exemple, décider que son cadavre sera cryogénisé. Le mode de sépulture, en France, c'est l'inhumation et la crémation. On verra le thème de la mort incertaine. C'est comme ça que la doctrine évoque les situations dans lesquelles on n'est pas certain de la mort d'une personne. Donc c'est les hypothèses, en fait, dans lesquelles, comme la mort ne peut pas être déterminée de manière certaine, on trouve pas un cadavre, il va bien falloir savoir ce qu'on fait de la personne. Est-ce qu'on considère qu'elle est morte ou pas? Et donc on va parler ici de l'absence ou de la disparition. Il n'y a aucun cadavre. Donc les critères posés par la loi biologique, on a vu dans le cours précédent, ne sont pas applicables. Et donc des règles particulières vont s'appliquer. On verra donc les règles relatives à l'absence et à la disparition. Deux notions juridiques différentes. Je vous ai mis là la petite image du film Seul au monde. Et vous comprendrez plus tard dans le cours de droit des personnes pourquoi je vous ai mis ça. On verra la question de la fin de vie. Alors c'est ça qui est passionnant aussi avec le cours de droit des personnes, c'est qu'il y a vraiment des questions d'actualité sur ce thème de droit des personnes, des questions de société. Et le thème de la fin de vie, incontestablement, ça en fait partie. Et donc c'est presque de la culture générale si vous voulez, et on verra la différence entre le droit à mourir et la liberté de mourir. On verra que, ça vous pouvez le retenir dès maintenant, un droit confère à son titulaire une prérogative qu'il peut opposer à autrui. Donc le droit à mourir, c'est permettre aux individus d'exiger de l'État qu'ils mettent en place concrètement la possibilité de les tuer, s'ils le désirent, s'ils le souhaitent. C'est l'euthanasie active. En revanche, la liberté de mourir, c'est pas la même chose, ça correspond au suicide. Et ça, la liberté de mourir, c'est possible en France. On verra ensuite les règles sur la fin de vie en droit européen, en droit français. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus et vous verrez que c'est vraiment très intéressant. Et ça vous permet de connaître les règles juridiques applicables sur ce thème de la fin de vie. Quand vous avez des débats là-dessus, notamment à la télévision, de comprendre que les gens disent souvent n'importe quoi et on y voit plus clair une fois qu'on a fait le tour un peu de ce qui se passe juridiquement. Même si évidemment c'est un thème tellement complexe qu'on ne peut pas l'aborder que du point de vue juridique, mais nous, c'est ce qu'on fera dans ce cours. Troisième thème, l'identification de la personne. On va présenter ce que c'est que l'état des personnes. On verra que c'est une nécessité pour les personnes d'être identifiables, autant pour les personnes morales que les personnes physiques. Et donc, l'état civil, c'est un instrument de police civile qui va permettre à la société d'identifier publiquement les personnes. Tout simplement, il faut identifier les personnes. Alors comment on identifie les personnes? Notamment en les distinguant les unes des autres. Et pour ça, on utilise des éléments d'identification, et ça sera ce qu'on verra dans le cours. Le sexe, masculin, féminin, en droit français. Le nom de famille, et donc on verra, il y a un thème là-dessus, que le sexe neutre, par exemple, n'a pas été reconnu. Ça a été refusé par la Cour de cassation, donc le sexe neutre n'existe pas en droit français. On parle du principe de binarité des sexes. On verra le nom de famille et le prénom, la nationalité, le domicile, les liens de filiation, la situation matrimoniale. Tout ça, en fait, alors on verra pas la situation matrimoniale, ça relève du programme de droit de la famille, les liens de filiation aussi. On verra, nous, le domicile, le domicile, le nom de famille et le prénom et le sexe. Alors, le principe d'indisponibilité, ça c'est un principe important que vous pouvez retenir dès maintenant, qui signifie qu'une personne ne peut pas disposer de son état comme elle le souhaite. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas céder ou abandonner un élément de fait qui traduit les qualités prises en compte par l'état civil pour l'identifier. On ne peut pas décider, par exemple, du jour au lendemain, de dire, moi, finalement, sur ma carte d'identité, il y a marqué sexe masculin, je vais décider que je suis du sexe féminin. Je ne peux pas décider que si mon domicile est fixé à telle adresse, que je décide de le modifier. En tout cas, si ça ne correspond pas à la réalité. Alors tout ça, évidemment, c'est un principe. Il y a des exceptions, mais c'est un grand principe. Le principe d'indisponibilité que vous devez connaître et savoir définir dès maintenant. On verra le principe d'imprescriptibilité de l'état des personnes. On verra que, en fait, ça signifie que l'état des personnes ne va pas disparaître avec l'écoulement du temps. Mais évidemment, ces éléments peuvent être modifiés, notamment pour correspondre à la réalité. On va parler de mutabilité de l'état des personnes, heureusement.
Donc d'abord, on verra sur le thème du sexe, on verra les règles relatives au sexe et notamment aux demandes de changement de sexe à l'état civil des personnes transgenres. C'est un thème très important. Alors il n'y a même pas si longtemps que ça, on utilisait le terme de transsexuel. J'en parle de cette différence entre le terme de transsexuel et de transgenre juridiquement dans le programme de droit des personnes. Évidemment, vous comprenez bien que nous, sur Aide OTD, on est vraiment apolitique, on ne fait pas de politique du tout, parce que les universités de droit ne font pas de politique. Nous, notre but, c'est de vous former justement à réussir vos examens de droit. Donc, on décrit toujours l'état du droit positif. Donc, ça permet aussi d'y voir plus clair, de connaître ces règles juridiques. Et encore une fois, comme je vous dis que le droit des personnes, ça touche à des sujets sociétaux d'actualité, très important, voir ce qu'il en est du droit, des règles juridiques. Ça vous permet, vous, après, de mieux comprendre les débats, de mieux vous positionner. Et encore une fois, on voit tout ça de manière apolitique. Il n'y a aucune orientation, c'est pas le but. Le but, c'est de présenter les règles de droit. Alors, on verra que les règles relatives au changement du sexe des personnes transgenres à l'état civil ont fait l'objet de nombreuses évolutions jurisprudentielles. Et ça, c'est très important de le connaître. Donc, on voit vraiment l'évolution en plusieurs étapes. Évolution qui est venue autant de la jurisprudence que de la loi. On verra aussi donc le thème du prénom et du nom de famille. Très important, ça aussi, ça tombe très souvent en cas pratique. Alors, évidemment, là, on vous a mis des cas pratiques corrigés là-dessus dans l'académie pour que vous voyez de manière concrète comment ça peut tomber. Mais globalement, retenez que le thème du prénom et du nom, il faut être au taquet dessus. C'est un thème bouillant et qui fait très souvent l'objet d'examen. Et puis on verra aussi, alors ça c'est un thème plus court, rassurez-vous, le thème du domicile. Thème numéro 4, la protection de la personne physique, et on termine sur ce thème de droit des personnes. Vous voyez que globalement on a une vision déjà plus générale de ce qu'est le droit des personnes. Donc vous avez une protection générale qui vise la protection de toutes les personnes et une protection spéciale qui concerne les incapables, qu'il convient désormais de nommer les personnes protégées. Le terme maintenant juridique, c'est personnes protégées. Donc si vous voyez le terme incapable, c'est un terme qui est juste, mais maintenant on parle plutôt de personnes protégées. Mais bon, on peut encore utiliser le terme d'incapable, on comprend ce que ça veut dire évidemment. Donc il s'agit des mineurs et des majeurs protégés, donc des majeurs en tutelle, en curatelle ou en sauvegarde de justice. Ça on le verra en détail. Alors pour ce qui concerne la protection de la personne physique, on verra d'abord le principe d'inviolabilité du corps humain. Donc c'est un principe, vous pouvez le noter dès maintenant, qui figure à l'article 16-1 alinéa 2 du Code civil. Là on étudiera les règles permettant de protéger l'intégrité physique d'une personne physique. Donc on verra qu'il est possible de porter atteinte quand même à l'intégrité physique. Heureusement, les opérations médicales sinon ne seraient pas possibles, mais en respectant certaines conditions et uniquement pour certaines finalités bien précises. On verra le principe d'indisponibilité et de non-patrimonialité du corps humain. Là encore, ça touchera à des questions de société très importantes. Donc le principe de non-patrimonialité, ça interdit la cession à titre onéreux du corps humain non assimilé à la personne, c'est-à-dire des éléments du corps humain, comme par exemple le cadavre et les produits du corps. Il y a donc en droit français un principe de gratuité des éléments du corps humain. Le principe d'indisponibilité du corps humain, lui, interdit la conclusion d'actes juridiques de disposition ayant pour objet le corps humain en entier d'une personne vivante à titre gratuit ou à titre onéreux. Alors en principe, parce qu'en réalité il y a des exceptions, mais il a pour fondement le principe de dignité de la personne humaine. On verra aussi que à cette occasion certaines règles relatives à la prohibition de la pratique de la gestation pour autrui. Ensuite, protection donc de l'intégrité physique, ça c'est vu, protection de l'intégrité morale. Et là, on s'intéressera au thème du respect de la vie privée. Le droit au respect de la vie privée est protégé par de nombreux textes, on le verra, des textes internationaux, des textes européens et des textes internes, au niveau constitutionnel et au niveau législatif. Et en fait, on va étudier d'abord le contenu de la notion de vie privée, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que cette notion englobe, puis on étudiera les sanctions juridiques applicables en cas d'atteinte, qu'est-ce qui se passe si on porte atteinte à ce droit au respect de la vie privée. Mais vous comprenez, comme à chaque fois en droit, il faut d'abord voir ce que c'est que la notion, définir la notion du droit au respect de la vie privée. Une fois qu'on sait ce que c'est, qu'on sait ce que peut être une atteinte au droit au respect de la vie privée, on en tire les conséquences. On va analyser les effets juridiques de cette atteinte et c'est ce qu'on verra dans une deuxième partie. Qu'est-ce qui se passe en cas d'atteinte au droit au respect de la vie privée. Puis on étudiera ce qu'on a vu, les incapacités, c'est-à-dire le thème des personnes protégées.
on verra que la personnalité juridique ne suffit pas. Alors ça, on voit plus en détail en deuxième année dans le cours de droit des contrats. Mais la personnalité juridique ne suffit pas pour qu'une personne ait le droit d'agir. Il faut en plus qu'elle soit capable d'agir. On parle de capacité juridique. La capacité juridique, vous pouvez le noter dès maintenant sur une feuille, sur un post-it, et ne jamais l'oublier. C'est l'aptitude à acquérir, à exercer un droit. Donc vous voyez, c'est différent de la personnalité juridique. Donc l'incapacité juridique, c'est l'inaptitude pour une personne à acquérir ou à exercer un droit. Cette partie du cours va définir notamment donc, les notions d'incapacité d'exercice et d'incapacité de jouissance que vous devrez connaître sur le bout des doigts. On verra également la protection des mineurs. Là, c'est la protection des majeurs protégés, mais les mineurs aussi sont protégés, font l'objet de règles spécifiques. Le mineur, c'est la personne âgée de moins de 18 ans. Il fait l'objet d'une incapacité générale d'exercice, sauf lorsqu'il est émancipé, c'est l'exception. Donc le principe, c'est l'incapacité générale. On verra toutes les règles relatives à la représentation du mineur. On verra que la représentation, c'est un procédé juridique par lequel une personne appelée représentant agit au nom et pour le compte d'une personne appelée représentée. Le mineur est représenté soit par ses parents, soit par un tuteur. Toujours dans le thème de la protection, donc on l'avait vu juste avant, mais on verra le thème de la protection des majeurs protégés. Donc là, on verra de nombreuses règles en fait sur le régime juridique applicable aux majeurs protégés, notamment toutes les règles relatives aux mesures judiciaires avec la sauvegarde de justice, curatelle, tutelle, ainsi que les mesures conventionnelles avec le mandat de protection future. Alors toute cette partie, très honnêtement, vous verrez, c'est pas la plus intéressante, mais ça peut faire l'objet de dissertation. Il y a énormément de cours, en fait, énormément de par cœur sur cette partie. Mais à mon sens, c'est plus, ça ouvre plus la possibilité aux dissertations qu'aux cas pratiques ou qu'aux questions de cours. Et puis on verra évidemment les sanctions des actes juridiques irréguliers. Qu'est-ce qui se passe si un acte juridique est conclu par une personne protégée, c'est-à-dire par une personne qui n'avait pas la capacité, qui était incapable d'agir. On verra que ces actes peuvent être annulés, rescindés en cas de lésion ou réduits en cas d'excès à certaines conditions. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, ça nous aide beaucoup. Quant à moi, je vous dis bon courage pour vos révisions. Bye.